Chers étudiants, je vais aussi vous parler ou vous donner la correction ou des indications de correction pour le sujet portant sur les fonctions des partis politiques. Et les partis politiques aussi, comme vous savez, sont les terreaux de la démocratie représentative et qui sont des acteurs qui font partie des groupes politiques assez déterminants dans le cadre des démocraties modernes et contemporaines. Alors, parmi les fonctions des partis politiques, il fallait aborder ce sujet à travers les fonctions, en identifiant les fonctions qu'on appelle les fonctions formelles ou manifestes des partis politiques, parmi lesquelles on peut citer la formation de l'opinion, mais aussi la sélection du personnel politique et enfin la fonction d'encadrement des élus. C'est ça les éléments qui forment les fonctions formelles ou manifestes des partis politiques. À côté de ces fonctions formelles-là, il y a aussi des fonctions qu'on appelle les fonctions informelles ou latentes des partis politiques. Parmi ces fonctions latentes-là, elles ont été considérées comme étant des résultantes d'une recherche-action effectuée dans certains contrées par des auteurs dans le cadre de l'Amérique du Nord et de l'Amérique latine. Ce qui fait qu'ici, il fallait constater ou aborder, identifier la fonction, ce qu'on appelle du bossisme en Amérique du Nord, mais aussi la fonction tribunicienne ou la fonction de relèvement politique. Voilà un peu les différents sous-points qui sont contenus dans chaque partie des fonctions formelles et des fonctions informelles. Donc, on comprend que les partis politiques exercent des fonctions formelles ou manifestes visibles, mais également des fonctions qui ne sont pas considérées comme des fonctions manifestes ou formelles, mais qui peuvent également avoir leur sens. Alors, qu'entendons-nous par les fonctions formelles ou manifestes des partis politiques? Ces fonctions, ce sont des fonctions dites manifestes et visiblement exprimées, connues de tous, et qui sont généralement codifiées dans le cadre du droit interne des partis politiques, mais également, surtout, dans le cadre de la charte fondamentale et des lois et règlements qui organisent l'activité des partis politiques. Ces fonctions sont aussi celles qui sont souhaitées par les partisans. Et parmi ces fonctions-là, Schwarzenberg a identifié trois majeures que nous allons aborder. Premièrement, nous avons la fonction de la formation de l'opinion publique. Donc, les partis politiques au sein des démocraties représentatives jouent un rôle déterminant dans le processus de crédibilisation et de la légitimation de la compétition pour le pouvoir. Donc, on voit que les partis politiques donnent des possibilités de choix aux électeurs qu'ils informent et parfois aussi qu'ils désinforment dans un sens ou dans un autre sens. Donc dans le cas de cette fonction, c'est de dire véritablement que les partis politiques, ou de comprendre véritablement que les partis politiques structurent l'opinion à travers le débat public que les partis politiques suscitent, et ensuite former cette opinion-là autour d'un projet ou une idée qui parfois être une idée qui peut leur être avantageuse, mais également une idée aussi qui peut aussi nuire leur adversaire politique. Donc dans ce cadre-là, dans ce cas de cette fonction-là, ce qui fait que les partis politiques sont les principaux acteurs qui animent les débats politiques, ainsi qu'ils contribuent de ce fait également à structurer cette opinion-là. Ainsi, un autre auteur qui s'appelle Epstein les confère une fonction aussi pragmatique de ces partis politiques. Voilà. À côté de cette fonction de la formation de l'opinion, il y a aussi une autre fonction déterminante que jouent les partis politiques. C'est la fonction dite de la sélection du personnel politique. Ça veut dire quoi? Ici, la sélection a lieu dans les démocraties modernes et contemporaines comme celle du Sénégal par exemple. C'est que les partis politiques ici ont la responsabilité de désigner les futurs dirigeants, de choisir ceux qui sont appelés en tout cas à gérer aux destinées d'une communauté, soit au niveau du pouvoir central, mais aussi au niveau du pouvoir local. Et donc cette sélection-là, souvent se fait en amont par les partis politiques qui nous soumettent, en tout cas, les personnes qu'ils ont désignées à notre appréciation à l'occasion d'une élection. Donc le choix de ce personnel-là se fait, comme je viens de le dire, souvent dans les instances officielles des partis politiques comme les congrès, généralement, ou dans d'autres instances de renouvellement que les partis politiques peuvent utiliser pour renouveler le personnel ou désigner le personnel qui sera appelé, en tout cas, à se présenter à une élection donnée. Et cette sélection, il faut rappeler, n'est pas souvent aisée.
dans la pratique, notamment dans les pays en voie de développement, comme le Sénégal, si on peut citer un exemple. On sait que ce n'est pas toujours évident que cette sélection-là se fasse du point de vue de façon démocratique, parce qu'il arrive généralement que les militants n'ont pas pratiquement la voix au chapitre, que les militants n'ont pas la possibilité surtout de choisir les électeurs ou choisir le futur dirigeant dans le cadre des instances des partis politiques, mais plutôt ceux-là qui sont choisis sont le fait d'une coterie, généralement, ou sont le fait du chef qui, en réalité, a un droit de vie et de mort sur tous les militants du parti. Et souvent, on constate qu'il y a des remous ou qu'il y a des conflits énormes à l'occasion de chaque jour électoral lorsqu'il s'agit de désigner ou de former les listes des partis politiques en tout cas pour n'importe quelle élection vers laquelle ils sont appelés en tout cas à compétir. Donc ce qui fait que ce qui est dit théoriquement n'est pas forcément ce qui se réalise dans la pratique. Alors, je viens de le dire, ce sont souvent les chefs du parti qui choisissent isolément le personnel en lieu et place. Parce que les partis politiques, en réalité, ce qui arrive, sont considérés comme étant la propriété de leur propre chef, qui, pratiquement, tous les biens du parti les appartiennent. Et également, les militants, si vous voulez, ne cotisent plus dans le cadre de ces partis-là. Et souvent, voilà les facteurs qui font que, pratiquement, les militants sont relégués au second plan, mais plutôt, ils n'ont pas la voix au chapitre. Et cette démocratie interne, ici, reste problématique, surtout à travers la sélection du personnel politique qu'on peut constater. Alors, à côté de cette fonction, il y a une troisième fonction assez importante aussi que jouent les partis politiques, c'est-à-dire la fonction d'encadrement des élus. Ce qui fait que les partis politiques sont reconnus comme étant des organisations privées, mais qui ont une vocation de mission de service public, qui ont une vocation d'intérêt général. Ce qui justifie un peu le soutien que tous les partis politiques peuvent avoir de l'État dans le cadre des opérations électorales pour pouvoir participer dans les meilleures conditions. Parce que ces partis politiques-là réalisent une mission qui est une mission pratiquement dédiée à l'État. C'est-à-dire que la formation des élus, l'explication des projets politiques aux populations, mais aussi la participation, en tout cas, à véhiculer, à divulguer la bonne information concernant un peu l'intérêt national. En contrepartie, ces partis-là sont appuyés dans le cadre de la communauté électorale par l'État, qui finance leur organisation, qui finance les équipements, les urnes, les temps d'antenne que les partis politiques peuvent avoir besoin, surtout dans le cadre de la compétition. Alors, pour revenir surtout à l'encadrement, c'est que ici, les partis politiques ont la responsabilité d'assumer une fonction majeure d'encadrement des élus. Cet encadrement-là, il faut comprendre, à lier à travers les groupes parlementaires institués. Ici, c'est cet encadrement dont on fait allusion. C'est que les groupes parlementaires, comme vous le savez, ce sont des prolongements, si vous voulez, un peu, des partis politiques au sein de la sphère où se joue la démocratie, c'est-à-dire la sphère de la représentation. Les groupes parlementaires sont censés défendre les projets d'un parti politique ou d'une coalition de partis politiques qui les ont conduits à l'intérieur. Et défendre en même temps l'intérêt national. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ou considérer ou voir ces groupes parlementaires-là. Ces groupes parlementaires entretiennent cependant une relation forte entre les partis qui les ont institués ou qui les ont envoyés à l'intérieur. Ce qui fait qu'on a vu récemment le débat qui a eu lieu au Sénégal entre une confusion entre le droit parlementaire, mais aussi la légitimité ou la stratégie des partis politiques un peu à pouvoir vouloir avoir un contrôle sur les groupes parlementaires. Cette relation étroite dont nous venons de parler ici permet aux partis surtout de garder les fils et de bien suivre l'évolution des travaux qui se font dans le cadre de l'instance de représentation. Cet encadrement des élus-là, on constate qu'il est souvent peu plus rigoureux dans les partis dirigés où on requiert un code de conduite et une discipline de vote. C'est-à-dire les partis politiques qui sont considérés comme des partis politiques très rigoureux, pratiquement ne laissent pas de marge de manœuvre ou de liberté aux groupes parlementaires au sein de cette instance-là. Ce qui fait que ce groupe parlementaire-là, souvent essaie de rendre compte, mais aux partis ou à la coalition des partis qui les ont conduits là-bas, mais aussi les partis sont toujours intéressés à savoir est-ce que véritablement ce parti politique-là ou ce groupe parlementaire-là est en train de prendre en charge les préoccupations ou de véhiculer les préoccupations du parti au sein de cette institution parlementaire-là. Par ailleurs, on constate aussi qu'il y a des partis politiques qui pratiquement procèdent d'un encadrement qui est moins rigoureux
en tout cas à côté des partis dits rigides. Ces partis-là sont les partis qu'on appelle des partis souples, où les élus pratiquement sont laissés avoir une marge de manœuvre beaucoup plus importante, une liberté d'action dans le cadre de l'institution parlementaire-là, défendre leur position, et qui ne sont pas souvent inquiétés, en tout cas qu'on ne donne pas souvent à venir rendre compte un peu de leur bilan ou de ce qu'ils font régulièrement, ou qui ne sont pas suivis de façon pratiquement un peu ahurissante par le parti politique qui les ont conduits là-bas ou la coalition des partis politiques. Donc, on peut constater qu'aujourd'hui, pratiquement, entre ces deux partis, deux types de partis rigides ou souples pour comprendre un peu la nature de l'encadrement, qu'il soit rigoureux ou qu'il soit moins rigoureux, qu'il y a une tendance générale. Cette tendance, c'est quoi? C'est que la majorité des partis politiques optent aujourd'hui pour le caractère rigide, en réclamant plus de fidélité et de loyauté vis-à-vis du parti. Donc, la plupart des partis politiques aujourd'hui, pratiquement ce que l'on veut dire, sont assez exigeants ou attendent beaucoup d'une loyauté du groupe parlementaire là à leur vis-à-vis. Donc voilà un peu le constat qu'on peut faire. Et le Sénégal, je crois que c'est un exemple patent sur lequel on peut en réalité être d'accord que les partis politiques pratiquement ont un contrôle assez important sur l'activité du groupe parlementaire au sein de l'institution de représentation nationale. Bon, à côté des fonctions, nous allons maintenant aborder la dernière partie qu'il fallait aussi ressortir dans le cadre du sujet-là. Il s'agit maintenant, à côté de ces fonctions dites formelles ou fonctions manifestes connues de tous, mais il y a aussi les fonctions dites informelles ou latentes des partis politiques, qui aussi des fonctions assez importantes qui sont exercées. Il faut comprendre que ces fonctions-là ont été identifiées à travers des recherches d'actions des auteurs occidentaux qui les ont théorisées pour la première fois. D'abord au niveau de l'Amérique du Nord, il s'agit surtout de l'auteur King Merton, qui est l'auteur porteur ou géniteur de la théorie, ce qu'on appelle la théorie du fonctionnalisme, qui aussi a son pendant en France, qu'on appelle, c'est-à-dire l'auteur qu'on appelle Georges Lavaux, et qui a aussi, dans le cadre de son étude qu'il faisait du Parti communiste français, a constaté effectivement que les partis politiques ont d'autres fonctions qui se font souvent connues, mais qui aussi qui sont des fonctions assez intéressantes que les partis exercent. Ces fonctions sont des fonctions dites visibles. Non, c'est des fonctions qui sont pas visibles, je veux dire, mais des fonctions qui ne sont pas souvent acceptées aussi par tous. On les qualifie de fonctions latentes. Ces fonctions sont élucidées, comme je vous l'ai dit, par King Merton en Amérique du Nord et Georges Lavaux dans le cadre du contexte dans le contexte de la politique française. Alors, la première fonction qu'on appelle la fonction du bossisme en américain, le mot boss c'est un concept appelé dont le chef est considéré comme étant un boss. C'est pourquoi on appelle cette fonction le bossisme. Dans ce cadre, les partis politiques américains sont réputés comme être, surtout comme on le sait jusqu'à aujourd'hui, comme étant de véritables machines électorales au jeu de l'opinion, à chaque scrutin. Par la suite, Merton identifie les autres fonctions dites informelles ou latentes à travers cette activité de ces partis politiques-là. C'est-à-dire le boss, dans le cas de ces partis-là, responsable, et c'est le principal responsable animateur de la machine électorale, que vous comprenez par là, comme étant le parti. Donc il est appelé le boss, en réalité. Ce responsable-là, ou boss, assume une fonction d'assistance sociale. Voilà. Et cette fonction d'assistance sociale-là, elle est souvent une fonction discrète, qui met en rapport, ici, les agents électoraux et les habitants électeurs des cités ou des quartiers. Donc, dans cette fonction d'assistance sociale qui fait à ces habitants-là, en réalité, il essaie de tisser un lien qui peut lui rendre un lien affectif, un lien de reconnaissance et qui peut même avoir des relents d'une clientèle politique avec ces habitants-là. Voilà. On peut considérer également comme étant une variante de cette fonction du bossisme considérée dans le cadre de la politique américaine et qui est également d'actualité dans notre contexte politique ici. Il y a la fonction d'assistance économique. Qu'est-ce qu'on entend à travers cette fonction aussi? C'est qu'à travers celle-ci, elle se déploie de la manière suivante. Les agents électoraux des partis intercèdent souvent pour les entrepreneurs politiques auprès des pouvoirs publics. C'est qu'ici, il y a une relation étroite qui peut lier les entrepreneurs industriels ou économiques qui ont intérêt à être en relation avec les dirigeants des partis politiques avec qui ils peuvent collaborer.
Parce que généralement, c'est un peu, si vous voulez, la dimension du lobby qui peut exister et qui existe généralement dans le cadre de nos systèmes politiques. Et qui souvent peuvent faire un appui à ces entrepreneurs politiques-là et aussi attendre un retour un jour, une fois au pouvoir de ce dernier. Donc cette fonction-là, cette fonction d'assistance économique-là, est une fonction également qui peut aussi faire en sorte qu'il joue un rôle d'intermittence ou d'intercession vis-à-vis des pouvoirs publics pour obtenir des marchés ou d'autres avantages économiques aussi ou fiscaux qu'ils peuvent avoir. Donc voilà un peu la dimension de l'assistance économique, la façon dont il fallait la comprendre et il fallait également surtout l'identifier dans le cadre de cette fonction du bossisme. Et enfin, la dernière fonction qu'on peut constater dans le cadre du bossisme nord-américain, c'est surtout la variante de la mobilité sociale. Cette variante de la mobilité sociale, c'est une variante qui consiste surtout pour les agents politiques d'apporter des avantages ou de permettre à des catégories sociales déshéritiées ou de groupes ou de minorités d'avoir des ascensions politiques qui, normalement, leur mérite ne pouvait pas leur permettre d'en avoir. Ils les ont obtenus seulement par le lien qui les lie avec ces gens-là, qui leur ont balisé une voie et qui leur ont donné des avantages ou des positions de pouvoir-là qui les ont permis d'être à cette station-là. Donc voilà un peu, si vous voulez, les différentes variantes de fonds de mobilité sociale, d'assistance économique ou d'assistance sociale là, qui caractérisent un peu la fonction du bossisme du nord-américain qui a été constaté par King Morton dans le cadre de ces recherches qu'il faisait de la sociologie électorale dans le cadre de la grande science électorale. Et ces variantes-là sont aussi présentes aujourd'hui, je vous dis, sont d'actualité dans le cadre de notre système politique qu'il faut bien comprendre et également remarquer. Donc voilà ce qu'il fallait aborder dans le cadre de ce sujet-là. Et enfin, il fallait aborder les autres fonctions appelées la fonction tribunicienne et la fonction du relèvement politique. Comme je vous l'annonçais tout à l'heure là, cette fonction a été identifiée par Georges Lavaux, qui est un politologue français, qui identifie ces fonctions tribuniciennes-là en faisant une étude un peu du fonctionnement du Parti communiste français à l'époque, qui est aussi une fonction, comme vous allez bien vous rendre compte, aussi visible, et qui est aussi une fonction d'actualité dans le cadre de nos systèmes politiques aujourd'hui, surtout dans le contexte du Sénégal ou dans le contexte des pays en voie de développement. Le choix de ce parti en France s'expliquait par cet auteur-là, par le fait que ce parti-là comportait ou essayait des prétentions révolutionnaires et internationalistes, et considéré comme étant un parti hors classe, comme vous le savez à l'époque. Alors, cette fonction tribunicienne, de façon systématique, c'est une fonction qui vise à défendre les intérêts des couches sociales, exclues ou délaissées par le système politique français. Donc, en droite ligne avec cette idéologie socialiste, communiste, qui toujours se prononçait en faveur des couches, considérées comme étant des couches exclues par un système politique souvent plus ou moins mesquin, comme il le considérait, un système politique qui n'est pas fécond, qui ne fait que promouvoir les intérêts d'une minorité ou d'une bourgeoisie qu'on a connue, donc au grand détriment d'une classe sociale, la classe sociale les plus démunies, qui sont les plus nombreuses, qui sont souvent laissées pour leur propre compte, dans le cadre du système politique français. Donc, ce parti-là, pour essayer de corriger, si vous voulez, ces imperfections-là du système politique-là, essaie toujours de faire des actions, de mener des actions à l'endroit de ces couches sociales-là, pour essayer de les sortir de ce trou du noir et les amener un peu dans cette lumière-là, en leur donnant une certaine ascension sociale plus honorable. Donc, dans ce cadre, on considère aussi ce parti-là, pour monopoliser la représentation politique et symbolique, il essaie d'intégrer au sein du système les couches sociales défavorisées ou exclues, comme je viens de dire. Et ensuite, il cherchait en même temps de consolider le système en place et le fait détourner également de ses velléités révolutionnaires pour des revendications faibles et contrôlées, en adéquation surtout, si vous voulez, avec l'équilibre global de la société. Donc ce parti, dans le cadre de ces stratégies, cherche également à voir comment contrôler aussi l'espace politique. Donc tout ce qui est syndicat et aussi était en train d'être, si vous voulez, un peu contrôlé par ce parti-là, qui était assez hostile
avec la propension syndicaliste, ce qui faisait qu'ils essayaient toujours avec ces syndicats d'avoir des liens pour un peu contrer, si vous voulez, un peu l'agitation sociale. Et donc, dans ce cas-là, il arrivait maintenant à faire un peu des rôles, ou à jouer des rôles, ou à faire des actions sociales pour essayer surtout de contrôler les citoyens, mais apaiser aussi l'espace social et contrôler surtout l'action syndicale qui pouvait être parfois révolutionnaire. Ensuite, on considère comme sous-variante dans le cadre là aussi, il y avait un peu la dimension du relèvement politique qui était aussi une préoccupation. Le relèvement politique, surtout, c'est le fait de pouvoir assurer une relève. On sait qu'aujourd'hui, dans le cadre de nos partis politiques, la relève pose généralement un problème. Des générations sont toujours en conflit, ce qu'on appelle les conflits de génération. Des anciens qui considèrent qu'ils sont toujours là, ou qu'ils doivent rester là, et des jeunes qui sont assez ambitieux, peut-être qu'ils ne trouvent pas la possibilité de pouvoir avoir une ascension ou d'être frayés une place par les dignitaires qui souvent contrôlent ces partis-là. Ce qui fait que maintenant, ici, on considère qu'il y a une certaine évolution même de la mentalité dans le cadre de l'idéologie de ce parti-là, à l'époque, ici auquel on fait allusion. D'abord, les rites et les procédures républicaines, qui sont le principe de la représentation politique, les élections, les règles constitutionnelles, avec une appropriation finale des institutions de la République également ont été constatées. Et donc, ce parti, malgré un peu une certaine mépris qu'il avait vis-à-vis des institutions de la Cinquième République, vous allez constater que avait fini par, en tout cas, accepter de les porter. Donc il y avait une dimension un peu de socialisation de ces institutions-là qui avait été constatée. Ce même parti également, avec le temps, a fini par s'adapter en acceptant des valeurs libérales aussi, qui ne pouvaient pas tout aussi, surtout, aujourd'hui, mettre de côté ou pouvoir renoncer. Donc, il y avait ce qu'on appelle une forme de syncrétisme idéologique qui était également présent, qu'on pouvait reconnaître. Parce qu'il y avait des dimensions, il y avait des acquis aussi assez importants qu'il fallait maintenir. Donc, cela prouve nettement qu'en réalité, on peut avoir une idéologie, mais parfois, une fois au pouvoir, on peut aussi convoquer d'autres formes idéologiques qui peuvent nous aider. Donc, c'est un peu, si vous voulez, l'équilibre des idéologies politiques qu'on peut constater au sein d'un régime politique une fois au pouvoir, et parfois qui peut vous amener à considérer, mais en réalité, de quel type de régime avons-nous? Est-ce que c'est une politique fondée sur une idéologie libérale ou une idéologie socialiste ou communiste qu'on applique? C'est parce que dans un certain niveau, il faut plutôt miser sur le pragmatisme, ce qu'on appelle un peu la réelle politique, c'est le résultat qui doit compter le plus, et que, en tout cas, de pouvoir toujours s'adonner des idéologies. Cela ne veut pas dire aussi qu'on doit renoncer à cette idéologie-là, mais puisque aucune, en réalité, toutes les idéologies sont perfectibles, aucune, en réalité, n'est exempte de reproches, ou aucune idéologie ne peut considérer qu'elle n'a aucune limite, mais il faut convoquer également les autres, surtout, qu'on le manifeste ou qu'on ne le manifeste pas, pourvu qu'on atteigne un peu un résultat assez important. Ensuite, on peut constater par ailleurs Annie Kriegel, qui est une Française politologue aussi, qui va, dans le cadre d'une perspective assez historique, identifier une autre fonction assez importante qu'on appelle la socialisation, d'acculturation de l'élite ouvrière à l'époque. Donc, voilà un peu ce que l'on pouvait aussi comprendre dans le cadre de ce sujet-là. Et j'espère bien que vous avez pu saisir un certain nombre de choses par rapport aux explications qui vous ont été données et les orientations qu'il fallait avoir à travers le sujet. Et donc, permettez-moi maintenant de vous remercier et de vous dire à la prochaine. Merci.